Il y avait polémique sur la... Oh, toi, dis donc! Bah, t'as vu comment elle a amené la poule dans la... Elle a amené la poule, t'as vu ou pas? Ouais, il la chasse. Va-t'en! Bah non, mais elle joue avec, elle est pas méchante, mais la pauvre poule, elle a... Ah, bah tiens, regarde, elle chie. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. À l'heure où on tourne cette petite vidéo, on est le surlendemain de la foire La Boiserie. C'était vraiment incroyable. Et vous étiez vraiment nombreux à être venus nous voir. On a vraiment kiffé de ouf. On avait toutes nos voitures, plein de partenaires. On a passé un super moment, il y avait vraiment une super ambiance avec le concert de Rémi et tout à chaque fin de journée. Et on a prouvé à nos détracteurs que ça pouvait très bien se passer et qu'on a rendu les lieux propres, etc. Et je peux vous dire que sur place, il y avait polémique. C'était vraiment incroyable de voir autant de monde, de voir autant de gens qui étaient heureux, souriants. On va remettre ça avec un cran au-dessus. Je pense plus tard, on va continuer. Là, c'était vraiment la foire La Boiserie, c'était le gros événement. Hein. C'était vraiment le plus gros truc qu'on ait fait. Et puis, on va recommencer, je pense, avec des petites boutiques classiques, entre guillemets, si je peux dire ça, genre comme on fait à Chitech, comme on fait dans des lieux à droite à gauche, pour le kiff, pour vous rencontrer, pour passer un bon moment. Et puis, je pense qu'une fois ou deux fois par an maximum, on fera des gros événements comme ça. Et la prochaine fois, j'aimerais faire un truc, tu vois, plus sport mécanique, tu vois, avec qu'on soit moins bridé. Parce que là, c'est vrai qu'on était bridé à mort. 4 jours avant, ils nous ont empêché de faire du buggy. Il a fallu annuler les shows de stunt, il a fallu annuler les shows de trial. Enfin bon, tu vois bien, on est en France, quoi, malheureusement. Et donc la prochaine fois, on se préparera mieux pour avoir vraiment l'aval des villes et des gens concernés, qu'on nous mette pas des bâtons dans les roues 4 jours avant, quoi. Pour avoir vraiment des shows de stunt, faire des trucs de ouf. Moi, j'aurais voulu écrabouiller des voitures avec mon Monster Truck, vous faire des baptêmes. La prochaine fois, on le fera, on se préparera dans un endroit qui souhaite accueillir du monde, hein, qui met pas des bâtons dans les roues aux gens, en plus qui ramène beaucoup d'argent pendant 2 jours. Donc la prochaine foire La Boiserie, ça sera vraiment un level au-dessus. Il y aura encore plus d'exposants, il y aura encore plus de choses à faire et il y aura vraiment des baptêmes dans tous les sens. On avait prévu aussi de mettre YCF avec un circuit de mini-moto où vous auriez pu essayer les mini-motos YCF. Même électrique, ça passait pas, enfin bon, c'était... voyez. Donc la prochaine fois, il y aura plein de choses à essayer, plein de baptêmes à faire. Et ce sera encore plus gros. On reviendra sur peut-être un jour dans une vidéo sur l'organisation des boutiques parce que c'est vraiment un travail monstre, mais vraiment monstre. Je sais pas si vous vous rendez compte une seconde, mais c'est un truc de ouf de tout planifier, tout gérer et tout. On en reparlera peut-être sur une prochaine édition éventuellement. En tout cas, aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'était de vous parler de comme le titre l'indique, c'est comment se lancer, comment passer à l'action entre guillemets. Mais l'avantage, c'est vrai qu'on entend souvent sur Internet. Moi, le premier, j'écoute beaucoup de médias, de vidéos, de youtubeurs, de personnes qui parlent un petit peu de business, d'entrepreneuriat. On entend souvent les gens se dire faut se lancer, faut y aller, nanana. C'est quoi? Comment? Quelles étapes? Comment faire pour aller le plus simple? Alors j'ai fait une petite liste, on va aller se poser dans mon petit château. Et j'ai fait une petite liste. En ce qui me concerne moi, évidemment, ce n'est toujours que mon avis sur cette chaîne. Hein. Ne prenez pas pour acquis ou comme référence ce que je raconte. Mais ce n'est que mon avis et vous verrez qu'en plus de ça, je suis loin d'être parfait encore en ce moment parce que je me plante encore certaines fois sur certains petits déroulés quand je lance quelque chose. Je pense qu'il y a des choses primordiales à faire pour pas perdre de temps et puis surtout pour que les choses soient faisables. Donc j'ai pris mes petites notes hier les amis, attention maintenant j'écris mes vidéos. Non pas du tout, c'est vraiment la petite anticipation. Que vous retrouverez avec des détails un petit peu plus pertinents si vous avez envie de vous inscrire à la petite liste email qu'on a mis en place. Ça va aller plus loin, on va vous expliquer. En fait, on y va crescendo dans cette petite liste email, le 100 hebdo, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Ça va y aller crescendo, vous allez recevoir des mails toutes les semaines. D'ailleurs, vous étiez beaucoup à la boutique éphémère à m'avoir dit « Putain, trop cool mec, on a reçu les mails, on est trop content ». On va vous donner de plus en plus de choses dans cette liste, dans ce mail que vous recevez tous les jeudis matins, jusqu'à avoir l'accès à ce club privé qui arrivera par la suite. On est en train de travailler dessus comme des oufs. Et c'est là, sur ce club privé, vous allez vraiment pouvoir choisir ce que vous voulez, jusqu'à aller, comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo, à rencontrer, se voir, expliquer, et carrément avoir nos propres partenaires. Ça vient dynamiser un petit peu l'environnement qu'on a autour de nos entreprises avec nos partenaires qui vont être contents de pouvoir aider des nouvelles personnes, avoir des nouveaux clients aussi. Hein, ça faire tourner aussi leur boîte. Ça va, j'espère, rendre service à des gens qui butent sur certaines choses. Enfin bon, c'est que du positif, c'est que de la motivation. On s'élève vers le haut. Ah putain, tout ça. Et là, c'est pas les formations sur Telegram. Rejoins mon canal Telegram et tu auras une formation sur le trading pour devenir millionnaire en 50 secondes. Putain, mais qu'est-ce que vous foutez là? Regardez cette vidéo là. Donc en tout cas, si vous voulez avoir toutes les infos les amis, le petit lien de la liste mail 100 hebdo, elle est dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire, plus le temps va passer, plus ça va être des dingueries. Donc en fait, moi j'ai remarqué une chose, c'est que quand j'ai lancé des premiers projets, parce que c'est vrai que moi je ne suis qu'apprenti entrepreneur entre guillemets, si on peut dire ça.
Donc en fait, moi, le problème que j'ai toujours remarqué, c'était quand on lance quelque chose, c'était de se dire par où y aller. Alors là, on va parler de lancer que ce soit un business, un site internet, une ouverture de magasin. Et en fait, je travaille exactement de la même manière pour des maisons, des appartements ou des bâtiments que je mets en location pour faire de l'immobilier. En fait, la première chose, c'est de se dire du point où tu lances un truc, où tu te dis je veux faire ça, au point où tu achètes un bien immobilier ou que tu vas par exemple lancer un site e-commerce, etc. où tu as le projet dans la tête. En fait, il faut tout de suite penser à la faisabilité et de se dire est-ce que c'est rentable, est-ce que ça le fait, etc. ou pas avec un bâtiment, sans bâtiment. Et c'est là qu'en fait rentrent des points qui sont hyper importants parce que ça peut remettre en cause au tout départ la faisabilité du projet. Et c'est vrai que moi je vois des gens par exemple qui font des travaux dans une maison qu'ils louent, où ils font des travaux énormes. Mais gère si demain il y a un problème où le bail vient à rompre, même si t'as un bail qui est sur 3, 6, 9 ans, j'en sais rien, ça peut être hyper problématique de faire les travaux dans une maison dans laquelle tu vas pas vivre soit toute ta vie, soit que tu vas pas acheter. En fait, c'est chacun sa façon de penser. Si c'est sur du très long terme, ça peut être amorti et pourquoi pas. Mais par exemple, quand tu lances un projet, tu te dis tiens, je voudrais faire ça, il y a un montant de travaux par exemple, il faut bien se mettre dans la tête qu'il va falloir l'additionner au prix du crédit ou au prix du loyer. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à raisonner, à dire un bâtiment qui m'appartient pas, par exemple là je m'apprête éventuellement à faire un projet comme ça. Si le bâtiment ne t'appartient pas, c'est vrai qu'effectivement tu commences à réfléchir, à te dire attends, on va quand même peut-être essayer de limiter les travaux, parce qu'en plus de payer un loyer, va falloir aussi payer les travaux si tu les finances avec ou sans crédit. Mais ça peut être hyper compliqué et hyper contraignant, parce que là il y a des gens qui vont dire oui mais quand t'achètes un bâtiment, tu payes aussi le bâtiment, c'est comme si tu payais un loyer mais tu le payes à ta banque. Et évidemment, mais ça a quand même rien à voir, parce qu'à la fin, même si c'est plus long entre guillemets, tu vas te mettre sur 10, 15, 20 ans pour acheter pour ton bâtiment professionnel, ou une maison ou n'importe quoi. D'ailleurs je dis bâtiment pro mais n'importe quoi. À la fin c'est quand même à toi. Que si tu loues, indéfiniment, tous les mois tu vas t'acquitter des traites de payer ton loyer. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué des fois de faire des travaux par là-dessus, de tout anticiper. Moi ce que je fais, c'est quand je lance un projet, et là j'ai un bon exemple parce que mon nouveau bâtiment où je vous ai parlé, mon bâtiment où je vous parle à 1 million d'euros là, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. C'est vrai que quand j'arrive là-bas, dès la première visite, je me dis est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est pas intéressant. Première chose que je me suis dit, moi, c'est vrai que c'était pas soit le bâtiment, soit mon business marchait pas. Là, ce bâtiment-là, c'était un truc que je lance en plus de ce que je fais. C'est pas un bâtiment, entre guillemets, qui va me donner, c'est pas grâce à ça que je vais manger. C'est ce que je veux dire, je vais pas remplir mon assiette grâce à ce que fait ce bâtiment-là. Donc c'est pas une question de vie ou de mort, si tu veux. C'est un truc que j'ai la chance de faire, c'est-à-dire un business en plus de ce que je fais déjà. Ce que j'ai noté là-dessus, c'est par rapport à ce business-là, mais chacun va l'adapter à sa façon de faire. La première chose, en fait, c'est moi ce que je vois, c'est les blocages et les faisabilités. Par exemple, que tu sois en e-commerce ou en commerce physique, pour moi, il y a quand même un distinguo à faire, mais il y a quand même une étape de préparation. Quelqu'un qui veut, par exemple, quelqu'un qui est boulanger et qui veut simplement faire un beau site qui montre son savoir-faire d'artisan de la boulangerie, de montrer que son pain est fait dans son laboratoire, que c'est lui qui le fait à 4h du matin, qu'il fait un petit truc en plus que les autres boulangers ne font pas, qu'il a des offres marketing pour ce mois-ci, qui va faire gagner ceci ou cela, ou qui va changer d'adresse. Par exemple, un artisan boulanger, il va peut-être avoir besoin d'un site vitrine. Donc un site vitrine, dès le départ, quand tu vas lancer ta boulangerie par exemple, ou quand tu vas vouloir lancer ton site en ligne, que tu as déjà ta boulangerie, ou peut-être que tu n'as pas d'établissement physique, ça vraiment s'adapte à tout, cette façon de faire là que j'ai un peu préparé. Par exemple, le boulanger qui va se projeter dans un site vitrine, lui il sait que ça va lui coûter, je sais pas moi, entre 1000 et 5000 euros. Tout dépend le niveau de finition qu'il veut, l'état qu'il veut, la complexité de son site vitrine, mais qui sera un site où il va pas vendre ses viennoiseries et son pain parce qu'il le vendra dans sa boulangerie. Donc lui il va se projeter peut-être sur un budget comme ça de 1000 à 5000 balles. Et se dire voilà, il me faut ça, il faut que je prépare du graphisme pour faire des bons logos, il faut que je vois avec un développeur pour qu'il me mette un module qui va bien, qui fait stylé pour une boulangerie, faut que je vois peut-être avec un graphiste pour qu'il me fasse des belles bannières, etc. et qu'il vienne prendre des photos de ma boulangerie pour les mettre sur le site, etc. Donc faut payer un graphiste, faut payer un développeur, faut payer le site internet, et puis il faut faire venir un photographe qui va faire venir des photos de qualité et les mettre au bon format et tout ça. Donc t'as quand même 4-5 personnes qui rentrent en compte. Tout ça faut l'anticiper parce que même si le graphiste il te prend 200 balles, que le photographe il te prend 100 balles, tout ça c'est de l'argent qu'il faut quand même prévoir. Et donc pour quelqu'un par exemple qui va choisir un site marchand, c'est-à-dire quelqu'un qui va lancer sa marque de chaussures par exemple, lui il va se dire moi je vais décider de vendre mes chaussures que sur un site internet, il va falloir qu'il fabrique un site marchand. Donc là c'est beaucoup plus d'argent.
On n'est plus sur des budgets comme ça, autour de 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Un beau site marchand fonctionnel avec un marketing adapté derrière et quelque chose d'assez rentable, il va être beaucoup plus cher. Donc va falloir que le travail de développement il va être beaucoup plus long, beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur. Va falloir faire des rubriques, des catégories. Va falloir mettre les modèles des chaussures, les trier par taille, mettre en place un panier, faire un contrat avec Colissimo ou avec un autre prestataire de livraison. Va peut-être falloir développer les points relais. Va falloir mettre tout en place un système de marketing. Au bout de 2 paires achetées, t'as les frais de port offerts, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps de développement, c'est beaucoup de décisions à prendre. Il y a beaucoup de logos à faire, beaucoup de photos de chaussures à faire. Pareil, tout ce qui est bannière, etc. Mais là, l'environnement global fait que tu rentres beaucoup plus de personnes ou de prestataires de services en jeu dedans. Donc ça n'a rien à voir. Donc là, c'est la première barrière qu'il faut se mettre. Les gens, des fois, ont tendance, mais moi le premier, c'est ce que je faisais au départ. On a tendance à se dire, oui, bon, bah, faut que je fasse un site, ça va me coûter tant. Mais ça n'a rien à voir entre un site où tu vends des choses et un site où tu fais juste la promotion de quelque chose. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je fais bien le distinguo entre un site vitrine et un site marchand. Et au même titre, en fait, d'une entreprise. Quand tu vas te lancer dans un bâtiment, est-ce que c'est un bâtiment qui t'appartient, par exemple? Quand tu veux lancer un commerce physique, est-ce que c'est un bâtiment que tu vas louer? Auquel cas, bon, bah, si tu loues, il y a quand même des choses qui ne sont pas à ta charge. Il y a quand même, peut-être l'enseigne, tu vas payer ton enseigne, va falloir penser à mettre le PC qu'il y a dedans, etc. Et si tu achètes le bâtiment, bah, il y a encore des nouveaux enjeux. Bah, t'as des délais de notaire, t'as sûrement quelques petits travaux, d'aménagement à faire à l'intérieur, réadapter un petit peu tout ça. Et donc, en fait, tout ça, moi, je me le suis mis en mode, bah, quels sont les premiers blocages? En fait, faut arrêter de se dire, bah, on se lance, c'est quoi les étapes, machin. Pour moi, la première chose, c'est les barrières que tu rencontres. Quand tu achètes un bâtiment et que tu veux lancer un commerce physique, mais ça, c'est bon, comme je disais, comme quand tu veux lancer ta maison, quand tu veux lancer ton business en ligne, quand tu veux faire plein de choses. Pour moi, il faut faire le plus important, c'est de préparer l'endroit où tu vas ou ce que tu fais. Par exemple, sur un site internet, est-ce que ton site, il doit être traduit dans une autre langue parce que tu as une portée internationale? Oui ou non? Mais ça, faut le savoir avant de lancer le site parce que ça peut changer toute l'architecture du site internet. Est-ce que la zone géographique dans le bâtiment que tu veux louer ou que tu veux acheter pour mettre ton commerce physique, est-ce que la zone géographique, elle est intéressante? Est-ce qu'il y a un minimum de monde qui va passer par là? Est-ce que ça va être intéressant ou pas? Par exemple, l'endroit où j'ai acheté mon dernier bâtiment, où j'en parlais juste tout à l'heure, ce bâtiment-là, il est vraiment dans un endroit, c'est un pôle moto, il y a toutes les marques de moto, autour il y a toutes les marques de voitures, il y a énormément de passages, etc. C'est pour ça que je me suis, entre guillemets, autorisé à sortir un peu des classiques que j'ai l'habitude de faire et de payer, je crois, c'est 1900 € le mètre carré, quoi. C'est super cher. Le bâtiment, il est vraiment assez cher, hein. Comme j'expliquais dans ma vidéo, je l'ai payé 700 000 €. Ah, mais avec les frais de notaire, etc., il m'a coûté 850 000 € pour 500 et quelques mètres carrés. Donc ça fait quand même super cher au final, parce que bah, même si les frais de notaire et les frais d'agence, c'est pas le prix de base du bâtiment, à la fin c'est quand même ce que tu payes pour acheter le bâtiment. Le prix au mètre carré, il faut aussi peut-être prendre en compte ces frais-là qui sont dedans. Donc c'est quand même super cher pour 500 mètres carrés. Mais la zone, l'endroit fait que ça se loue beaucoup plus cher que 500 mètres carrés au fin fond d'une campagne, par exemple. Le but, c'est de déterminer si la zone, elle est intéressante, si la zone, elle va avec le business que vous voulez mettre en place. Par exemple, si tu veux lancer un business, je sais pas moi, de réparation de moteurs de bateaux, et que t'es à Clermont-Ferrand, bah, peut-être que tu vas avoir des clients, tu vois, qui ont des bateaux pour l'été. Mais je pense que le mec qui veut se lancer dans la mécanique de bateau ou de moteur hors bord ou je sais pas quoi, faut peut-être mieux qu'il se mette au bord de la mer, tu vois. Donc j'en sais rien, je donne un exemple à la con, tu vois. Par exemple, si tu veux lancer un business de parapluie, bah tu peux aller te mettre en Bretagne. Oh, je vais me faire défoncer là. Mais je rigole les amis, oh putain. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Le but c'est, est-ce que le business est vraiment adapté à la zone géographique que vous avez choisie? Ou est-ce que cette zone géographique, elle vous permet de faire un business qui est rentable? Parce que des fois vous pouvez vous dire la zone géographique, bah moi elle me correspond plus parce que j'habite à côté, ou moi c'est dans ma ville, etc. Bon là moi qui suis un petit peu dans l'auto, moto, dans les choses comme ça, ce bâtiment-là, il est vraiment bien placé parce que c'est très dynamique autour de l'auto et de la moto. L'endroit te convient, l'endroit correspond et qu'il y a une clientèle, c'est ça aussi qu'il faut savoir. Ça tu peux le déterminer vraiment en allant concrètement. Il y a des gens qui font des études de marché, il y a des gens qui vont même distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres, des gens, ça va loin, il y en a, c'est des ouf, pour vraiment déterminer la zone de chalandise, pour être sûr que tu viens taper au bon endroit.
Une fois que toi t'es sûr dans ta tête que tu vois, je veux dire, un boulanger qui se met au milieu d'un village, s'il n'y a pas d'autres boulangers, bon, il prend pas des trop gros risques, malgré que ce soit pas un métier que je connaisse particulièrement, mais il y a toujours des endroits où tu te dis bon, là je prends pas trop de risques sans faire des études très poussées. Tu vas pas distribuer prospectus pendant 5 ans ou demander ou poser la question à tous les riverains du village. Et il y a plein de solutions comme ça qui sont faisables. Et ça, vous pouvez vous renseigner. Quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur des sites internet qui vont vous expliquer comment faire une étude la plus précise possible du business plan, entre guillemets, de votre entreprise par rapport à la zone géographique. Et ça, c'est important de le faire sur des business un petit peu où vous n'êtes pas trop sûr. Deuxième chose, ensuite, c'est y aller par élimination par rapport au blocage qui vous font face. Tu vas tout de suite arriver sur des trucs où tu vas dire putain là je suis bloqué, j'ai pas le choix. Par exemple, première chose, moi j'ai été visiter le bâtiment. Quand je me suis lancé dans ma tête le projet, je me suis dit tiens ça peut être cool de le faire et tout. Ce bâtiment là, ce que je vais faire dedans, quel est le premier blocage? Le délai de notaire. Parce que là tu sais que t'en as pour 2 ou 3 mois. Deuxième chose, je me suis dit il n'y a pas de terrain, donc il n'y a pas la SAFER. La SAFER c'est la société agricole, je sais pas quoi, où tu prends 2 ou 3 mois dans la gueule direct. Parce que la SAFER, ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait préemption, etc. Par exemple, pour le château, la SAFER, ils m'ont vu comme l'ennemi public numéro 1, tu vois. Il m'a vraiment mis comme si j'étais le salaud de riche qui achetait un château, qui était contre les paysans, tu vois, alors que pas du tout, quoi. Tu vois, justement, tous les paysans qui sont autour, on essaye de bosser avec eux pour que ça se passe le mieux possible et puis surtout ne pas altérer le travail des autres. Et encore moins ceux des paysans, putain. S'il y en a bien un qui défend les paysans, c'est moi. Donc la SAFER, cet organisme-là, il est là pour pouvoir donner la possibilité aux gens qui louent les terres de les acheter avant le nouveau propriétaire. Quand tu loues quelque chose, t'es forcément prioritaire. Donc comme une maison, par exemple, qui se met à vendre, si t'es le locataire à l'intérieur de la maison, normalement t'es en priorité pour pouvoir l'acheter. Et donc la SAFER, ça s'occupe des terres agricoles ou des forêts ou des choses comme ça. Et donc en plus du délai notarié, c'est-à-dire peut-être 1 mois ou 2 mois, on va entre guillemets, souvent c'est 2 mois, tu peux te manger 3 mois de SAFER. Et par exemple pour le château, vu qu'il y a eu un problème au dernier moment, la SAFER elle a été renouvelée. Et ensuite ils ont redoublé le délai parce que sinon tu peux payer. Et ça c'est quand même abusé. Tu peux payer pour faire diminuer le délai. Tu vois, pour passer avant les autres, tu peux payer. C'est un petit peu la mafia, mais bon, c'est comme ça. Et donc moi je me suis mangé 8 mois de SAFER pour le château. Donc pendant 8 mois on attendait. Alors qu'il y avait simplement une personne qui pouvait prendre un coup de téléphone, appeler et le faire. Mais là, ça c'est la France et toutes les complications qui nous font bien chier, tu vois. Faut attendre. Il y a un délai légal, c'est comme ça, faut attendre et les gens ils en ont rien à foutre. Tu vois. Donc par exemple pour ce bâtiment-là que j'ai acheté, il n'y a pas de terrain ou c'est un tout petit bout de truc, donc ça peut pas être exploité par un agriculteur ou ça peut pas être un terrain qui est en location. Donc il n'y avait pas de délai de SAFER en plus. C'était vraiment que le retour de la mairie, etc. Donc premier blocage, je me disais je dois attendre ce délai-là. Et peut y avoir des complications, peut y avoir la vanne de flotte qui allait pas, il y avait un truc comme ça, tu vois. Ils savaient pas où est-ce que ça allait, donc ça a mis 1 mois de plus. Tu peux manger des grosses surprises comme ça, donc ça faut bien anticiper, être large, parce que si tu te mets au millimètre près, tu sais, comme moi je vois des gens, ils vendent la maison ou ils rendent la maison principale, le lendemain, ils vont emménager dans la nouvelle maison. Mais le moindre pépin, mon gars, tu te retrouves à la rue avec tes meubles, tu vois, donc faut bien anticiper et bien faire attention à ça. Deuxième chose, par exemple, une fois que j'avais enfin les clés, je me suis dit là les choses sérieuses peuvent commencer, j'ai les clés. Là, ça y est, on n'a plus de délai à attendre à la con, etc. Là, on n'a plus qu'à rentrer dans le bâtiment et se dire, maintenant, quel est le nouveau blocage ? Quel est le truc qui va me bloquer pour pouvoir y aller ? Donc là, moi, j'ai ma manière d'anticiper et je me dis, qu'est-ce qui va être le plus long ? C'est les travaux. Par exemple, moi, j'ai besoin de faire une cloison pour séparer la partie du showroom, j'ai besoin de faire une mezzanine, tout ça, je vous avais expliqué par rapport à mon ancien bâtiment, mais c'est un peu comme une nouvelle maison, ou une maison que tu rénoves. Tu vas te dire, là, je dois d'abord refaire les fenêtres avant d'emménager, parce que sinon, ça va vraiment être critique. Je dois faire ci ou ça, mais moi, c'est ce que je fais avec le château, tu vois, par rapport aux rénovations. Donc, dans quelle direction je vais en premier ? Et des fois, tu as des rénovations que tu peux pas faire avant une autre. Donc voilà, c'est des blocages ou c'est des choses qui vont vraiment te faire perdre du temps. Donc là, je me suis dit, la chose d'après, c'est les travaux. Donc là, on est dessus, justement, on est en train de taffer, justement, dans ce bâtiment-là, on travaille sur les travaux. Et puis là, c'est là où tu peux te planter un peu parce que c'est vrai que des fois, t'as des délais de fournisseurs pour les lumières, t'as la peinture qui va pas, ou la peinture écloque, ou t'as une merde. Donc c'est là que ça peut mettre un peu de temps. Ou l'artisan qui devait venir, il met plus de temps que prévu à venir, ou il met plus de temps que prévu à faire le chantier. Donc c'est des choses que t'avais pas anticipées qui font que tu te retardes. Et moi, je suis le premier à qui ça arrive parce que tu vois, je pensais que j'allais ouvrir plus tôt que ça, ce bâtiment-là. Et les petits délais à droite à gauche, ils font que ça met plus de temps et ça rallonge des fois, ça rallonge les possibilités en fait.
Et puis une deuxième chose qu'il faut faire en amont, en fait, c'est de bien projeter le budget des travaux, par exemple si tu fais des travaux, ou de bien projeter, par exemple, comme quelqu'un qui aurait un site internet, bien projeter le délire du site internet, tu vois, de dire est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est un service marchand, est-ce qu'on va mettre en place des mails quand les gens vont pas valider leur panier ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment plein de choses comme ça hyper importantes à mettre en place pour bien estimer le budget. C'est là que j'ai pris une claque moi au début quand j'ai lancé MX Shop Moto, où on a pris 300 000 balles. 300 000 balles de travaux, on s'est dit bah on a tout fait stylé, je vais pas laisser ça moche comme ça alors que j'ai fait tout le bâtiment en noir, je vais pas laisser des fils qui pendent au plafond, tu vois. C'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de se projeter. Bon moi j'ai quand même bien appris là, avec mon histoire du magasin de moto parce que c'était quand même une putain de galère. On a vraiment pris une baffe dans la gueule parce que bah la peinture, je me rendais pas du tout compte que la peinture du bâtiment ça pouvait être aussi cher. Peindre les murs, le plafond, tout ça, je pensais pas que ça pouvait être aussi cher. Chantier électrique, tu vois, tout passer les chemins de câbles, tous les fils pour mettre les caméras, les systèmes de caméras surveillance, les détecteurs de mouvement, les machins, tout ça. Bah, faut passer tout un tas de fils partout, c'est une galère. Il y a eu de l'aménagement avec la partie atelier qu'on a fait avec des murs, les petits murs en placo, tout ça. Ça a été vraiment quelque chose qu'on a eu du mal à anticiper, où on s'est pris une baffe dans la gueule. Donc c'est pour ça maintenant j'ai tendance à bien revoir mes chiffres pour être plus sûr de ce que je fais. C'est vrai que ça, le budget, c'est hyper important parce que ça peut carrément te bloquer. Je vous explique que ça m'a coûté 300 000 balles de plus, mais parce que j'ai pu les mettre. Mais c'est énorme, 300 000 euros. Si t'as pas l'oseille, mon gars, bah ton projet il s'arrête. Ou alors tu fais un magasin, t'as commencé à faire un truc stylé. Tu vois, c'est comme le mec qui rabaisse que l'arrière de la voiture, tu vois, parce qu'il a pas il a plus l'oseille de rabaisser l'avant, tu vois. Donc ça fait chelou. Tu vois, vaut mieux rien faire. Et donc c'est comme ça que moi j'ai pu parce que j'avais l'argent, j'avais la trésorerie. Mais quelqu'un qui doit être au millimètre, faut bien qu'il anticipe. Et ça, pour ça, faut pas hésiter à se faire aider d'un expert comptable, d'un cabinet comptable, d'un comptable tout court, qui va pouvoir voir l'environnement financier et se dire bah est-ce que ça correspond bien à l'entreprise. Et c'est hyper important faut que ça corresponde à l'entreprise qui est déjà existante ou au prévisionnel quand tu te lances. Si tu lances ton entreprise et que tu vas louer un bâtiment ou acheter un bâtiment, il faut que le prévisionnel anticipe bien le remboursement des travaux ou des loyers ou des choses comme ça. Je travaille sur une entreprise dont je vous ai détaillé l'environnement financier il y a pas très longtemps. Une ouverture d'établissement. C'est une entreprise qui n'était pas ultra rentable. Elle gagne de l'argent mais pas beaucoup. Bah tu fais très attention quand tu commences à vouloir ouvrir un magasin. Parce qu'il faut être sûr que l'entreprise elle peut payer, il y a des choses qui viennent en plus. Il y a le loyer, mais il y a aussi les assurances. Faut pas l'oublier, faut mettre un contrat internet, faut mettre un téléphone, faut racheter un ordinateur, faut mettre des caméras de surveillance, tout ça c'est des petits frais à droite à gauche où tu vas amortir ces frais-là, mais ça peut vite monter à 5, 10, 15 000 euros. Et puis en plus de ça, après t'as des loyers ou soit des loyers à payer tous les mois, soit un remboursement de crédit si t'as acheté un bâtiment. Il faut que l'entreprise elle soit capable d'encaisser tout cet argent à dépenser en plus. Faut qu'elle soit capable d'encaisser. Et ça c'est le prévisionnel qui va répondre à ça. Parce que l'entreprise, si tu la mets dans un magasin, il faut qu'il y ait assez de clients, il y ait assez de ventes pour que ça paye le surplus de dépenses qui sont relatives, comme je disais, au crédit, aux assurances, au téléphone et tout ça. Et des fois, t'es un petit peu dans le négatif, mais t'espères que l'année d'après ça va le faire. On n'a pas fait des études pour être entrepreneur, on n'a pas fait des études pour être patron, on n'a pas fait des études pour savoir si les entreprises fonctionnent bien. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter, il y a pas de honte à se faire aider et demander des conseils de professionnels, demander des conseils d'experts comptables ou de cabinets comptables qui ne font que ça toute l'année, de connaître l'environnement d'une entreprise, de les comprendre, de les aider. Donc je pense que c'est hyper important de faire valider des projets. Moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon équipe de comptabilité sur place. Donc j'ai tout de suite une remarque quand quelqu'un est pas d'accord avec moi ou quand quelqu'un veut émettre un sujet par rapport à ce qu'on est en train de prévoir. Mais c'est hyper important pour moi, je pense que c'est vraiment hyper important de faire valider ça quand vous n'êtes pas trop sûr de vous, quand c'est la première chose que vous lancez. Au moins vous dites bon, j'ai eu l'aval de quelqu'un qui est un peu pro, je me jette moins dans la gueule du loup. Et un comptable, je peux vous promettre que quand il doit liquider une entreprise ou mettre en redressement judiciaire une entreprise, ça lui fait pas plaisir de voir quelqu'un, un mari et une femme qui sont en train de pleurer parce qu'ils doivent fermer la boîte et qu'ils ont perdu 20 ans de travail. Donc je peux te dire que te dire t'es en train de faire de la merde, calme-toi tout de suite ou je pense que c'est de la merde, il te le dira. Tu vois, il aura pas de scrupule à te le dire. Ou en tout cas il ira pas dans l'autre sens quoi. Je sais pas si j'ai été très clair dans cette vidéo parce que c'est vrai que des fois il y a des choses qui se mettent comme ça dans ma tête mais je suis pas sûr d'être très pédagogue. En tout cas le but pour moi c'était hyper important de rappeler plein de points avant de se lancer pour être sûr de pas faire de conneries. Mais je trouvais ça important de faire ce petit point les amis pour vraiment c'est vrai qu'en fait j'ai plein de gens qui me posent des questions qui se disent mais
putain, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas par où commencer. Et c'est vrai que moi-même, ça m'arrive des fois de pas trop savoir par où commencer. Là, ce bâtiment-là, je me dis, oh là, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est quoi la direction? Et en fait, bah, je prends mon petit carnet et je note. Quelle est la première chose qui me casse les couilles? Bon, bah, première chose qui me casse les couilles, c'est le délai des travaux. Paf. Une fois que les travaux sont faits, qu'est-ce qui me pètera les couilles après? Tac. Il faut avoir la lumière au plafond. Donc, faut anticiper. Est-ce qu'on peut pas faire la lumière en même temps que les travaux, etc. Ensuite, une fois que je vais ouvrir, putain, les enseignes. Il me faut des enseignes. Est-ce que, tu sais, c'est pas une fois que tout est prêt, tout est fini que tu lances les enseignes. Parce que tu vas pas ouvrir un magasin avec pas d'enseigne pendant 3 semaines, ça fait vilain, tu vois. Et autant anticiper ce délai-là. Ensuite, la dernière chose, c'est de dire, bah voilà, je me suis mis un budget. Maintenant que j'ai fait le tour, la globalité de tout ce que j'ai prévu de faire dans ce bâtiment-là, est-ce que ça rentre dans le budget que j'avais prévu? Moi, par exemple, je reprends toujours le même exemple, j'avais prévu 150 000 € de travaux. Est-ce que je rentre dedans? Bon, je pense que je vais rentrer dedans, mais j'en ai pris des baffes dans la gueule avant d'être à peu près juste sur l'estimation des travaux. C'est des trucs tout cons que t'oublies, mais par exemple, t'oublies d'anticiper le prix des enseignes. Bah, tout dépend ce que tu veux faire, mais des enseignes, ça peut coûter 2, 3 000, 10, 15 000 € même. Donc, t'as intérêt de pas trop te planter la gueule si tu veux être sûr de ton projet, quoi. C'est pour ça que je voulais récapituler un petit peu toutes les étapes hyper importantes avant de lancer un projet, avant de prendre un retour de kick dans la gueule ou de se dire bah merde, c'est plus possible, ou il y a plus de thunes, j'abandonne le projet, machin. Et des fois, vaut mieux, avant que ce soit un fiasco, il vaut mieux carrément ne pas faire le projet ou repenser le projet avant de se lancer, plutôt que de se lancer puis d'un seul coup de se dire bah là je suis dans la merde, je suis bloqué, quoi. Tu vois. Et souvent c'est l'argent qui bloque, et donc je trouvais ça très important de refaire un petit point là-dessus, les amis. Petite vidéo tranquille. N'oubliez pas de vous inscrire à notre petit email dans la description. Vous recevrez tous les jeudis matins aux alentours de 7-8 heures un petit mail qui vous expliquera un petit peu tout ce qu'on fait, aller plus dans le détail des choses qu'on fait autour de l'entrepreneuriat. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne YouTube, la petite cloche des notifications. On fait en général une vidéo par semaine, le mercredi à 19 h. Voilà, abonne-toi, c'est gratuit. Topette!